Oui, alors revenons sur cette question que je posais. Pourquoi? Pourquoi Singapour fonctionne-t-il comme cela? Comment une population peut-elle tolérer un pouvoir d'État aussi omniprésent, aussi interventionniste, tout en assurant, ça j'insiste là-dessus, une amélioration de la condition de tous. Certains sont, améliorent plus leurs conditions, par exemple les profs d'université qui sont très très bien payés. Parce que justement, Singapour, les gens les mieux payés, ce sont les fonctionnaires. Pas forcément les mieux payés, mais je vais donner un autre exemple. Là. Quand je dis qu'à Singapour, la corruption n'est pas est tout simplement pas tolérée, plutôt que de faire comme dans bien des pays du monde où le chef de l'État officiellement gagne 50 000 ben alors il arrondit ses fins de mois en allant chercher quelques centaines de milliers, sinon de millions ailleurs. C'est classique des pays d'Afrique, c'est classique de la plupart des pays asiatiques, enfin de bon nombre de pays asiatiques et de la plupart des pays de la région, Indonésie, Thaïlande, etc. Les élites sont corrompues jusqu'à l'os. Bon, Singapour, une raison pour laquelle ils ne sont pas, c'est que quand on est ministre, on gagne 750 000 par année. Premier ministre, plus d'1 million. Bon, c'est pas plus que les élites financières et tout, mais c'est quand même bien assez. Hein? Donc, l'envie d'arrondir son million est beaucoup moins prononcée que si on n'en gagnait que 100 000. Puis que tous nos copains qui sont rendus en affaires gagnent 1 ou 2 ou 3 millions. Ça a l'air bassement intéressant ce que je dis là, mais c'est une logique que Singapour a imposée. Écoutez, si vous trahissez votre responsabilité civile pour avoir un peu plus d'argent, bien, on va d'abord éliminer une bonne partie de la tentation en vous payant correctement, mais en s'attendant que vous soyez à l'œuvre, que vous soyez fiable, que vous ne trichiez pas et que vous donniez votre sacerdoce, en quelque sorte, à la gestion de l'État. Bon, OK. Alors, pourquoi est-ce qu'une population accepte une chose comme celle-là? Et ça me frappait. Je revenais à Singapour, moi, comme je disais, fréquemment, puis je me perdais. Je m'égarais dans Singapour, alors que je connaissais Singapour mieux que bien des Singapouriens. À l'époque où je faisais ma thèse de doctorat, je vous rappelle, le directeur du département de géographie se fiait à moi pour faire le tour de l'île à des visiteurs, y compris en passant des cadres de l'armée américaine qui venaient en Rest and Recuperation pendant la guerre du Vietnam. C'était la guerre du Vietnam, mais bon je n'ai pas eu le temps d'en parler, puis je ne vais pas me lancer là-dedans, ça sera trop long. Mais j'ai même eu un pilote de chasse américain qui m'a fait circuler au-dessus de l'île en petit avion parce qu'il a envie de piloter pendant ces 2 semaines. Puis ça m'a permis de faire des photos aériennes des régions dans lesquelles je travaillais. Mais fait peu. Bon. Je me posais la question, comment est-ce que les gens tolèrent qu'il y avait des cimetières là, ils sont rendus là-bas. Il y avait une église là, puis elle n'est plus là. Et puis elle est rendue là-bas. Et puis il y avait une mosquée ici, puis elle est rendue là-bas. Puis j'exagère pas, là. Hein? Il y avait une route, puis maintenant il n'y a plus de route, elle fait le tour parce qu'il y a un jardin maintenant, un grand parc. Alors, en bref, la désignation du territoire, son utilisation, c'est l'État qui décide. Comment est-ce qu'on tolère ça? Alors, j'ai commencé à réfléchir à cela, puis à développer le concept de l'aliénation du territoire. Vous connaissez bien le concept marxien ou marxiste d'aliénation du travail. Marx a démontré, je crois, à quel point la capture du travail par l'entrepreneur, par le capitaliste, par le propriétaire de l'usine, à l'époque où lui analysait la relation entre le prolétariat et le capital, passe par l'expropriation du procès de travail. C'est-à-dire que l'ouvrier n'est plus celui qui décide par son habileté, par exemple à titre d'artisan, comment fonctionne son métier à tisser, parce que son métier à tisser, maintenant, il est automatisé. Il est mécanisé, automatisé. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il aide la machine à fonctionner. Hein? Bon, Marx a bien montré que ça amène une aliénation du travail. On n'est plus responsable de son procès de travail. On est de plus en plus soumis à des cadences définies d'en haut. Bon, je simplifie, là, dans l'usine. Dans la manufacture, éventuellement dans l'usine. Et ça, c'est devenu classique. Bien sûr, il y a eu des tentatives qui existent encore aujourd'hui, enfin, qui existent, qui sont pratiquées, de participation plus grande des travailleurs au procès de travail. Les Japonais ont fait, sur ce plan, mené des innovations et tout, mais fondamentalement, le travail matériel, le travail manuel, pardon, est de plus en plus un travail qui est devenu aliéné dans le capitalisme. On peut définir l'évolution de cette aliénation-là. Moi, je dirais aujourd'hui que l'aliénation est à l'endroit de la marchandise, pure et simple. Nos sociétés fonctionnent pour que la marchandise s'écoule. Alors, on fait travailler les gens pour qu'ils puissent acheter de la marchandise
généralement à crédit, ça permet l'accumulation du profit, au même principe que la nation du travail au temps de Marx permettait l'accumulation du profit par la production de la plus-value. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y en a beaucoup qui connaissent bien ce concept-là. Même si vous ne connaissez pas, faites le parallèle entre ce que je viens de dire, perte du contrôle sur le procès de travail, dans perte du contrôle de la topophilie. La topophilie, ça veut dire l'amour du territoire, l'attachement au territoire. Topos philios. Et moi, j'ai développé cette idée-là en disant, à Singapour, l'État a dit, écoutez, faites-moi confiance. Vous n'avez pas besoin de rester attaché à votre quartier, à votre église, à votre, peu importe, votre mosquée, votre temple, ou rien de tout cela, à votre neighborhood, à votre quartier, à votre entourage, vos points de repère, votre vieil arbre, votre cours d'école où vous êtes, qui est encore là. Parce que l'État tient le tapis et il bouge quand il veut, puis il vous dit « Accrochez-vous à la République de Singapour, c'est nous qui menons la barque, puis tout le reste va bien aller. On va vous éduquer très bien, on va vous donner des moyens de gagner de l'argent, beaucoup, d'avoir des bons métiers, ce qui est vrai. Il n'y a pas de chômage à Singapour depuis 30 ans. C'est tourne autour de 3 %. Quand ça dépasse 3 %, c'est la panique dans les journaux, etc. Bon. Puis il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle le chômage technique. C'est les transitions de métier, etc. Donc, je n'ai pas beaucoup documenté ce que j'appelais la réussite de Singapour, mais elle est notamment dans des livres que j'ai écrits, comme Singapour, la cité-État ambitieuse, et que j'ai aussi donc... Bon, et j'ai donc aussi analysé qu'est-ce que c'est que cette aliénation du territoire. Comment peut-on la mesurer? Parce que donc, moi, mon hypothèse, c'était, et c'est toujours, la capacité de l'État à gérer le territoire de façon bouleversante, souvent, est maintenue par la confiance de la population, ou enfin l'acceptation de la population, parce que celle-ci accepte de perdre tout contrôle sur son environnement et est prête à s'adapter. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Vérifier ça. Faire une immense enquête auprès de 10 000 répondants, ce qu'on appelait la topophilie. Qu'est-ce qui s'est passé, vos repères d'enfance, qu'est-ce que vous en pensez, s'ils n'existent plus, l'école où vous êtes allé, même il y a 5 ans quand vous étiez au collège, le collège n'est plus là. Bon, j'ai pensé faire ça. Mais bon, c'est un travail gigantesque, qui aurait demandé évidemment beaucoup, beaucoup de sous. Singapour est une des villes les plus riches du monde, alors tout coûte cher. Enfin, je pense que c'est devenu la plus coûteuse du monde, en tout cas au plan du logement. Et donc, puis c'est ça, j'étais impliqué dans mes gros projets agraires, là, il y a des limites, là. J'avais beau prêt à m'activer toutes les directions, c'était pas possible. J'ai plutôt décidé de documenter mon hypothèse, c'est-à-dire de montrer combien ces transformations-là ont été systématiques et qu'elles ne cessent pas. J'ai donc fait une première esquisse de mon hypothèse, j'ai soumis, j'ai obtenu un petit financement. Je suis allé passer 2 mois à Singapour, 2 étés de suite, à travers mes recherches dans la région. Et sur place, j'ai commencé à consulter plein de gens. J'ai commencé à élaborer une cartographie, ce que j'appelle diachronique, c'est-à-dire j'ai cartographié, par exemple, la répartition. Je reprends l'exemple des écoles. Les écoles à Singapour en 1957, au moment où l'État est de 57-58, Singapour a été intégré dans la... a obtenu l'indépendance, une forme d'indépendance administrative de la part de l'Angleterre. Ensuite, en 63, a fait partie de la Fédération de Malaisie, est devenue indépendante en 65. Bon, et puis 70, 80, à partir des recensements. J'ai donné des données de recensement, puis la cartographie, les cartes anglaises, excellentes à l'époque, qui sont toujours restées, où tout est réparti. Toutes les églises, toutes les mosquées, tous les cimetières, tous les temples, toutes les routes, bien sûr, et l'utilisation du sol, la végétation, l'absence de végétation. À partir de ces cartes-là, j'ai fait systématiquement une cartographie d'un ensemble d'éléments qui caractérisent l'environnement. Bien sûr, la forme de l'île, la topographie, le littoral, à des dates. En 92, j'ai publié un atlas qui utilisait 3 ou 4 dates, 57, 60, 70, 80. Peut-être 90, oui, c'est ça. Alors, sur chacun des thèmes que j'ai évoqués, mais il y en avait une trentaine, j'ai cartographié. La répartition de la population, la répartition du logement, les cités nouvelles, pour montrer à quel point il y avait un bouleversement systématique qui n'avait cesse, qui était quasi permanent, perpétuel.
Et j'ai publié un petit livre qui s'appelait Singapour ou la révolution du territoire, où le jeu de mots, c'était que l'État révolutionne le territoire pour éviter la révolution sociale. Okay? Ça a l'air un peu fou, là, mais pensez-y. Là. Plutôt que de se voir contesté par la population qui remet en cause, bon, j'ai hésité à employer le mot tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler quand même un gouvernement assez autocratique, bienveillant, mais quand même autocratique, qui ne se remplit pas les poches, j'insiste là-dessus. L'armée n'a jamais joué un rôle dans la gestion sociale du territoire. Il n'y a personne d'armée à Singapour. Les flics ne sont pas armés. On ne voit presque jamais d'armes à Singapour. Bon, c'est pas la République de bananes, c'est pas la République dictatoriale. On en connaît des dizaines d'exemples à travers le monde. Mais comment est-ce que cette population a donc été amadouée? Alors, mon argument, c'est donc que l'État a lui-même dit on va vous. Ben, il n'y a personne qui a eu ce plan-là, évidemment. C'est pas diabolique. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit on va bouger le tapis en dessous des. C'est l'image que j'emploie, on va bouger le tapis pour que les gens soient instabilisés. Mais l'idée, c'est ça. Une instabilité spatiale et territoriale telle que ça entraîne la docilité sociale. Le management social passe par le management territorial. Hein? La planification territoriale permet de gérer la société. C'est bon. Je la revendique, cette idée-là. Elle n'est pas exceptionnelle dans la mesure où il y a sûrement bien des auteurs, puis je prends en citer de mémoire, Barrington Moore, par exemple, qui ont abordé ces questions-là. Mais moi, je l'ai montré dans le cas d'une petite république de 600-700 km². Je dis ça parce qu'à chaque année, on gagne 10 km² sur la mer. Alors, et donc, j'ai sorti cet atlas-là. Il a été publié à Montpellier. Il était bilingue. Singapore or the Revolution of Territory. Je l'ai ici quelque part. Non, je ne l'ai pas. Bon, en tout cas. Et à Singapour, ça a été reçu de façon assez mitigée. Même si, bien sûr, j'avais plein de collègues qui savaient ce que j'étais en train de faire. J'avais été autorisé à faire des enquêtes, faire des recherches, à accéder à de la documentation. Le livre a même été mis à l'index. En ce sens qu'à Singapour, on ne met pas un livre à l'index, j'aurais peut-être dû le mettre entre guillemets, il y a un seul commerce qui pouvait le vendre, qui est un commerce très surveillé, qui était le meilleur commerce de livres à Singapour, mais qui était fréquenté que par les intellectuels, y compris les visiteurs étrangers. À la bibliothèque de l'université, il était on red spot. Ça veut dire, je ne sais pas comment on appelle ça dans nos universités, la section où pour aller emprunter le livre, il faut signer, parce que c'est un livre ancien, c'est un livre précieux, un livre unique, le seul exemplaire de la Bible dans telle langue ou en telle... OK? Bon, je ne veux pas comparer ça à ça, c'est malheureux ce que je dis là, mais bref, c'était comme le Capital. Le Capital de Marx, c'était on red spot à Singapour. Moi, j'ai trouvé ça, au début, ça m'a insulté, parce que je me suis dit, bon sang, c'est un compliment. Et ça agace les autorités de l'Université de Singapour. Il était à la bibliothèque, il ne pouvait pas se permettre, pour des raisons de réputation, ce n'était pas un livre révolutionnaire, c'est un livre qui arrivait avec une idée, qui interprétait un peu le contrôle social d'un point de vue un peu nouveau. Bon, ça m'a un peu choqué parce que le livre ne s'est pas beaucoup vendu à Singapour, évidemment, et il n'était pas accessible. Mais mes collègues à Singapour, au fil des années, je vous parle de 92, me disaient tout le temps, Rodolphe, tu sais, ton livre, c'était bien, mais d'abord, ça les a insultés que ça était en français et en anglais. À quoi ça sert le français? Nous, on parle anglais. Vraiment, c'est question... Alors, je me suis laissé tordre le bras au fil des années. J'ai essayé de le refaire. Et je l'ai refait au milieu des années, en 2005, 6, 7. Je suis retourné, j'ai séjourné. J'ai remonté un autre dossier avec une cartographie et des moyens meilleurs, avec l'aide d'un cartographe de l'Université de Montréal, parce que j'étais donc à l'UDM à ce moment-là, et une étudiante de maîtrise qui a fait sa maîtrise, qui a fait un terrain là-bas, a travaillé sur la gestion de l'eau, parce que j'ai oublié ça aussi à Singapour. On a construit de multiples réservoirs pour que l'île soit de plus en plus autonome au point de vue approvisionnement en eau. C'est une ville qui s'industrialise, c'est une société qui s'urbanise, donc qui consomme beaucoup plus d'eau. Et où, bon, il n'y a pas d'intérêt forestier. On achète l'eau de la Malaisie. Depuis lors, on a mis des infrastructures fantastiques. On a développé des réservoirs. On n'a pas pollué, on a fermé tous les petites rivières qui se jetaient dans les mangroves périphériques. On a créé des réservoirs. On a assaini ces réservoirs-là. On a transformé l'eau saumâtre en eau pure, en eau claire, en eau douce, pardon. Et on s'est mis à traiter l'eau. On a même des usines de désalinisation de l'eau de mer. On a des usines de traitement de l'eau. On a aménagé des zones de water catchment, de bassins versants, qui acheminent bientôt 90% de l'eau pluie est récupérée.
Ce qui fait qu'en principe, dans 2050, Singapour va être tout à fait autonome. Plus besoin d'importer d'eau de Malaisie. Bon, en tout cas, c'est un autre sujet fantastique à Singapour. Donc, cette jeune fille, Julie Drolette et Marc Girard, le cartographe du département, on a sorti un atlas qui s'appelle donc Singapore, voilà, Perpetual Territorial Transformation. Un atlas de ça, où il y a des cartes et des textes explicatifs qui expliquent les cartes. Je ne sais pas si ça vaut la peine de l'ouvrir, mais bon, il y avait donc, c'est vraiment un atlas comme moi je les aime. Il n'y a pas que des cartes, il y a aussi une interprétation, une description du contenu des cartes, une interprétation de leur message. Des cartes diachroniques. Donc, la répartition de la population de Singapour en 57, en 70, en 80, en 90 et en 2000, par exemple, où on voit tous les changements. On voit qu'il y a des régions qui ont été vidées, des régions qui ont été densifiées, des régions où ça a été mieux réparti. Et ça, c'est fait d'abord d'une politique sociale, d'accès à la... Écoutez, à Singapour, aujourd'hui, 95 % des gens sont propriétaires de leur logement. C'est le plus haut taux planétaire. Alors qu'on est parti à l'époque, au mois où j'étais étudiant, où c'était 15 % des gens qui possédaient leur logis. OK? En 40 ans. Bon. Et donc, je l'ai illustré. Ah oui, mais ce qui est important, c'est que c'est les presses de l'Université de Singapour qui ont publié. Ce que je veux dire, on est revenu pour envoyer... Full circle. À Singapour, on a remis en cause, y compris à l'université, mais les collègues géographes, parce qu'à Singapour, vous savez, la docilité à l'endroit de l'État fait partie du modus vivendi. On peut être critique, mais on ne peut quand même pas aller trop loin. Tout le monde, il y a beaucoup d'autocensure, c'est le terme qu'on emploie. Les gens font attention de ne pas dire des choses qui pourraient trop déplaire aux représentants du gouvernement. Sauf que ces gens-là qui m'avaient un peu grondé, tu sais, Rodolphe, t'es allé un peu loin, puis comment on-tu dire qu'on est aliéné? Bien, je dis, écoutez, c'est un concept intellectuel, je n'ai pas dit que vous êtes tous écrasés, mais vous vous comportez comme tel. Vous acceptez un bouleversement de votre milieu, de votre environnement, que je vois difficilement être accepté par toutes les autres sociétés industrielles que je connais, et toutes les villes industrielles que je connais, les communautés des villes industrielles que je connais, et que je fréquente, ou les deux, enfin, peu importe. Et c'est les presses de l'Université de Singapour. Je me rappelle, je dis, oui, mais est-ce que vous allez censurer mon atlas? Ben écoute, Rodolphe, il ne faut pas employer le mot révolution, il ne faut pas employer le mot contrôle social, il faut éviter certains mots qui choquent. Bon, je me suis plié à cette consigne, ça m'a quand même permis de développer l'idée. Ça a passé comme du beurre dans la poêle, ça a bien marché, l'atlas a été bien reçu cette fois. À un point tel qu'il y a 2 ans, j'avais décidé que je prenais ma retraite. Je passe par les presses de l'Université de Singapour pour aller au sujet d'un bouquin qui venait de sortir, des miens. Ah oui, un bouquin, tiens, dont je n'ai pas parlé. Quand j'ai parlé de la transition agraire, ça, c'est le dernier bouquin que j'ai fait sur ça, Gambling with the Land, qui est en quelque sorte une synthèse documentée avec beaucoup de tableaux des transformations agricoles et agraires dans la région. The Contemporary Evolution of Southeast Asian Agriculture. Et donc, là, le directeur des presses dit, Rodolphe, il dit en anglais, qu'est-ce que tu en dirais de faire une nouvelle version de ton atlas? Ben, je dis, écoute, il est sorti en 2008, le dernier. Là. Oui, mais il dit, tu sais, là, on pourrait faire quelque chose de mieux, de plus élaboré, plus grande carte, un plus grand atlas, plus de texte, plus d'illustrations, plus de graphiques. En tout cas, bref, je me suis laissé convaincre, puis j'ai fait le boulot. À nouveau, avec deux collaborateurs, un ancien doctorant à moi, un Vietnamien, et puis Marc Girard, le cartographe du département de géographie de l'Université de Montréal. Et là, le livre est sous presse. En fait, il est sous presse. C'est un livre extrêmement compliqué à monter. J'ai tout remis au mois de mai de 2016 et ça va paraître en principe en avril prochain, en avril 2017. Enfin, tout ça pour dire que je n'ai pas abandonné Singapour. Comme j'ai dit, je suis revenu sur les lieux du crime. Bon, les circonstances l'ont facilité. Je travaillais dans la région, je suis retourné. J'ai des amis, vous savez, des amis. C'est d'abord amis parce qu'on aime être avec eux. Sinon, pour que ça dure longtemps comme ça, c'est pour ça. Mais c'est aussi parce qu'on a des intérêts communs souvent. Et donc, le gars qui avait été mon meilleur interprète, qui m'accompagnait sur le terrain, fait les années 60 pendant mon doctorat, qui a fait son propre cheminement. Il a quitté le monde académique, s'est lancé dans les assurances, il a pris sa retraite. On ne s'est pas vu pendant 30 ans, puis là, on s'est retrouvés il y a quelques années. Puis il a décidé de m'aider, puis il est venu sur le terrain avec moi les derniers séjours que j'ai faits parce que j'ai besoin de transport, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à parler avec des interlocuteurs chinois, encore que maintenant, Singapour, l'anglais est largement répandu. Et puis, de toute façon, pour avoir un interlocuteur.
Puis j'en ai eu d'autres avec des anciens copains qui sont maintenant profs à la fac à Singapour, qui, vous savez, je le dis, c'est pas moi qui le dis en fait, c'est une grande université, qui est très performante, évidemment sur les indicateurs là, auxquels je n'adhère pas nécessairement, mais qui font que c'est l'université la plus primée en Asie avec les grandes universités américaines, Oxford et Cambridge. Donc il y a des ressources. Et d'ailleurs, au fil des années, j'ai eu l'occasion d'être professeur invité pendant une demi-année sabbatique à Singapour, d'être chercheur invité dans 2 des centres de recherche à Singapour 2 ou 3 ou 4 fois, ce qui m'a permis donc de mener à bien ces recherches-là, comme aussi dans le cas ou deux, c'était dans le contexte de mes travaux sur les enjeux agraires. D'ailleurs, le dernier atlas là, qui va paraître bientôt, mais c'est un atlas bouquin, j'insiste, là, c'est pas juste des cartes. Il s'intitule Singapore's Permanent Territorial Revolution. Là, je l'affirme. C'est un mode de gestion sociale qui est permanent, sous-titre 50 Years in 50 Maps. En fait, il y a 3-4 cartes par planche, puis il y a au moins 200 cartes, donc, parce que des fois, il y en a 5 cartes, des graphiques, des textes. C'est un travail un peu, bon, je dirais assez considérable, mais qui se fait, puis qui va paraître. Bon, alors Singapour, c'est un exemple de mon retour sur les lieux du crime. Mais en fait, c'est quelque chose qui a continué ailleurs, ou qui a été associé. Donc, je n'ai jamais décroché de Singapour. Pendant mes années à l'Université Laval en particulier, depuis que je suis à Montréal, c'est-à-dire depuis 2002, là, ça a été vraiment Asie. Ou presque. Mais pendant mes années à Laval, je n'ai pas complètement abandonné les travaux sur le Québec, et en particulier sur les îles du Saint-Laurent, et en particulier sur les îles du Lac-Saint-Pierre, où j'avais donc mené ma recherche de maîtrise qui avait donné lieu à un bouquin. Et j'ai donc, d'une part aussi, collaboré avec des collègues à l'Université Laval pour mettre en place des structures de recherche qui vont au-delà de mes propres intérêts. Moi, j'avais fondé mon petit Gredin, là, dont j'ai parlé dans notre rencontre. J'avais mis en place un truc qui s'appelait la CASE, la cellule Asie du Sud-Est. Ça faisait un peu une cellule, là, vous savez, et qui rassemblait en gros les étudiants qui travaillaient avec moi, et avec quelques autres profs, mais surtout avec moi, sur l'Asie. Mais j'ai aussi travaillé beaucoup avec des profs d'anthropologie comme Louis-Jacques Doré, Serge Genet et Gérard Hervouet en Sciences Po pour monter des structures qui permettaient d'intégrer un plus grand nombre d'étudiants en anthropologie et en sociologie et en Sciences Po sur des enjeux asiatiques. Mais disons que je me suis beaucoup moins investi dans ça, mais j'ai contribué à la mise en place d'un truc qui s'appelait à l'époque le GERAC, qui est toujours en existence, le groupe d'études et de recherche sur l'Asie contemporaine, et qui a mené à où on a obtenu des subventions pour encadrer nos étudiants, je n'aime pas ce mot-là, enfin pour encourager les étudiants, leur permettre de faire leurs recherches, dont certains ont fait des recherches de terrain, sous la direction de Doré ou de Hervouet ou de Genet ou de moi-même. Mais ça, disons, c'était en parallèle avec ce que j'appelle mes cycles de recherche agraire. Il y a même eu une chose que j'ai beaucoup encouragée, c'est des étudiants pour qu'ils se rendent en Asie. Alors, à un moment donné, j'ai réussi à obtenir de la part du groupe Canada-ASEAN, le Centre Canada-ASEAN, qui donnait des bourses à des universités pour encourager leurs étudiants à faire des stages en Asie. Alors, j'ai réussi à organiser un truc avec des étudiants. En fait, c'est eux-mêmes qui sont organisés. J'ai trouvé le financement pour eux de voyage en Indonésie, ou à Java. Et ça a amené à, j'oublie leur nom, ils étaient une bonne douzaine, je crois. Je devais aller avec eux, puis finalement, je ne suis pas allé, puis c'est vraiment une bonne chose, parce qu'ils ont appris à se débrouiller avec des contacts que j'avais établis là-bas, les gens qui les avaient accueillis. Et enfin, je crois, ils sont tous d'accord pour acquiescer à ce que je vais dire. Quelque chose de très formateur, très ludique aussi, ils ont beaucoup de plaisir, mais Java, c'est une terre fabuleuse. Java, plein de paysages, société, culture, la richesse de la culture indonésienne est partout en javanaise, les temples, la musique, la danse, les paysages rizicoles, les terrasses, les volcans, il y en a partout. Java, personne ne peut rester insensible à la splendeur de Java. Ça peut être stressant, il y a du monde, hein, 1100 habitants au kilomètre carré, c'est l'une des 2 ou 3 plus grandes zones de forte densité dans le monde avec la vallée du Gange et le delta de Shanghai, et le delta du Yangtze à la hauteur de Shanghai, au sud de Shanghai. En tout cas, bon, et là, ça a amené à des vocations, quelques-uns qui se sont lancés à l'étude asiatique après, et avec l'un d'entre eux, qui est aujourd'hui prof à l'UQAM, Yann Roche, on a fait un petit atlas électronique, c'est bien sûr lui
qui était le maître d'œuvre de l'Atlas lui-même. Moi, j'étais plus impliqué dans la construction des textes. La trace électronique de Java qui avait circulé, que le CRDI a encouragé, etc. Enfin, tout ça pour dire que c'est un autre front auquel je suis impliqué, qui n'est pas strictement la recherche scientifique, mais qui a impliqué des étudiants, exposé des étudiants à l'Asie. Et tout ça, donc, je ne l'oublie pas, dans le contexte d'autres choses que mes recherches en études agraires ou que de ma fidélité inéluctable à Singapour. Je suis revenu aussi, donc, au Québec. J'enseigne dans l'Université québécoise. Je n'ai pas pu totalement décrocher. J'ai gardé un intérêt dans les îles du Lac-Saint-Pierre. Dès les années 70, j'ai monté un petit projet de recherche de retour aux îles pour de mes étudiants, en fait. Et je vais expliquer un peu plus les démarches de cette approche-là dans notre prochaine rencontre.